C'était la centrale de Kawamon, telle que l'a faite mon grand-père, et puis le petit atelier à côté où se trouvaient les petites presses. Ça, c'est moi, le pauvre gosse de 10 ans, qu'on a mis pensionnaire, et tel que j'étais donc à cet âge-là. Soyez les bienvenus dans ma retraite de vieil ingénieur. Ce bureau et ce fauteuil étaient les miens lorsque j'étais PDG de la SA Les Usines Laprade. J'y suis sous le regard de mon père Henri et de mon grand-père Xavier, ingénieur de centrale, diplômé en 1873. Il est venu à Rudy appelé par des marbriers qui avaient besoin de ses conseils pour le sillage du marbre, pour l'exploitation. Quand il a souhaité acheter ces terrains, il a trouvé un accueil déplorable. Qu'est-ce que c'est que cet étranger, c'est comme on disait, qui vient nous manger l'argent sur notre dos? Entre Larens et Oloron, il n'y avait que des barrages pour les moulins, on appelait ça des pachères. Il a été le premier à oser faire un barrage pour une hauteur de chute nette de 9 mètres à Kawaval. Les gens disent, il va se casser la gueule, qu'est-ce que c'est que cette idée de faire des chutes de 9 ou 10 mètres? D'ailleurs, les industriels d'Oloron, qui avaient tenté de faire des centrales électriques avec des pachères, sont venus en calèche pour voir s'effondrer les barrages faits par cette demi-fou d'ingénieurs. Le béton armé n'existait pas. C'est toute une construction en pierre. Les ouvriers, pour faire ça, c'était les carriers qui ont fourni la matière première et les ouvriers sachant travailler au marteau et au burin. Tenez, voilà la centrale de Kawamon, en amont de la gorge. Ça y est, il avait contrôlé le débit. Et ça a été une folie pour les gens. Ça ne se crée pas comme ça, une activité industrielle. En dehors du marbre, rien n'existait. Rudy a été l'un des premiers petits villages à disposer d'énergie électrique suffisamment puissante pour un développement industriel. Et le premier client a été la carrière Paloma, juste au-dessus de la centrale. Mon grand-père a eu l'idée de fabriquer des petits articles métalliques. Il a acheté quelques petites presses sur lesquelles, avec du métal qui était même parfois simplement des chutes de métal des fabricants de boîtes de conserve, il a fabriqué des petits, je vais dire plomb, mais c'était plus du plomb, pour sceller les balles de farine. En quantité importante, on a exporté par wagon complet, m'a-t-on dit, des scellés métalliques en Ukraine, fabriqués là, à la petite usine. Quand mon père et mon oncle sont revenus de la guerre de 14, ils ont constitué une société qui s'appelait XLSF, Xavier Laprade et ses fils. Papa a compris très vite qu'il fallait se lancer dans la vente de l'électricité dans la vallée. Et c'est sa prime de démobilisation de mon père, grand blessé de guerre, qui a payé les premières lignes de distribution de l'électricité dans la vallée. C'est comme ça que papa a créé, depuis les Aubonnes, une ligne jusqu'à Gourette. C'était en 1932. Et c'est comme ça que j'ai appris à skier à l'âge de 5 ans, parce que papa m'a amené. Cette usine que vous voyez là a été la plus petite usine de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Toutes les lignes électriques partaient de là. On a eu à notre disposition pas seulement l'énergie produite par les 3 centrales, celle de Rébénac avait été reliée par une ligne Rébénac à Rudy. Du coup, papa a eu l'idée de faire nous-mêmes le laminé à froid pour fournir la matière nécessaire à la fabrication des petits articles.
Alors il a fallu faire une extension géographique, construire un atelier. En bas, oh, mais attendez, on n'est pas encore arrivé en haut. Ici, il n'y avait pas la place pour faire un atelier. Donc ce que l'on a créé pour recevoir les laminoirs, ce sont les ateliers qui sont là. Et le travail avec l'arsenal de Tarbes a été sans problème jusqu'au moment où les Allemands ont envahi la zone libre. Et mon père faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas livrer. Parce que donner de l'acier qui allait servir à tirer sur les troupes françaises, il n'était pas question. Pachouin, que voici, a été créé par mon père et mon oncle dans le cadre du contrat d'armement. Pachou 2 a été créé, alors que j'étais PDG, pour y développer les activités de découpage-emboutissage qui n'avaient plus assez de place dans les ateliers du chaos. Le hall de stockage qui avait d'abord été fait dans Pachouin a été transféré à l'arrivée en gare. On a transformé 30 000 tonnes d'acier par laminage à froid et découpage-emboutissage. Il n'était plus question de livrer les ateliers d'État seulement. Le premier marché porteur a été l'industrie du cycle. Par exemple, si vous avez fait du vélo, vous voyez, il y a ce qu'on appelle les cocottes, où on pose les mains sur la pièce qui supporte le frein. Ça, c'était fait dans de la matière qu'on livrait et qui ne pouvait être déformée comme ça qu'à condition que nous ayons fait un recuit que nous savions faire, etc. C'est un exemple. Après l'industrie du cycle, il y a eu l'industrie automobile qui a pris le relais. Et on a été fournisseur de Citroën d'abord, de Peugeot et de Renault. Nous étions le seul fournisseur de la tôle de distribution. Parce qu'on avait su faire, grâce aux presses, on a acheté une presse de 400 tonnes pour pouvoir les découper. Ça a été mis dans Pachou 2. Et toutes les autres presses, tout ça, c'était une lignée de presse. Et ça, c'était dans Pachou 2. Vous voyez les cols. Les cols, c'était notre matière première. Il fallait les décaper, etc. Et nous savions le faire à froid, pour les dérouler, pour pouvoir les laminer. 13 ingénieurs travaillaient avec moi. Mais le laminage à froid à forte épaisseur, c'était une exclusivité européenne que nous avions. Je reçois une lettre de mon père, c'était fin 51, me disant « Je ne peux pas faire face seul, j'y arrive plus ». Donc je suis rentré dans l'entreprise, jeune ingénieur, et j'ai pris en main les destinées techniques, la production, avec M. Canton. Bon. Ce qui faisait de nos points forts, c'était justement de savoir transformer à froid des aciers de forte épaisseur. Ce qui nous avait permis de remplacer des pédales faites en fonte par des pédales assemblées, faites avec des laminés de certaine épaisseur, etc. Or, la bêtise qu'on a eue alors que nous avions l'exclusivité européenne, au lieu de nous concentrer sur le cycle et tout ça, on se serait concentré sur l'organisation de la vente de nos produits en Allemagne, en Espagne, pour développer. Mais quand on a été le numéro 1 mondial des crampons, on exportait jusqu'au Japon. Ça ne nous faisait que quelques jours d'activité, comparé au développement massif pour l'industrie automobile. C'était un autre marché. C'est une bonne équipe. Voilà les crampons que l'on faisait à Oloron. Et ça, alors ça a été une fantaisie aussi. Je vous ai dit que quand j'ai pris la présidence de la société, le jour de mes 40 ans, j'ai pris conscience qu'on allait se planter. Touche à tout et propre à rien. C'est tout simple, c'est pas la peine d'avoir recours au Boston Consulting Group pour le comprendre. Touche à tout et propre à rien. On est arrivé à 350 à Rudy. Laminage à froid, découpage, emboutissage. C'est ce que j'ai mis à la fin. Le 2 janvier 52, il y avait 110 salariés et le maximum a été atteint le fin février 1974. C'était de 350 salariés.
Moi, j'ai tourné la page quand on m'a mis à la retraite. Sauf que je me suis quand même occupé pendant 15 ans de la centrale hydroélectrique, sans être rémunéré. Mais c'était l'œuvre de mon grand-père, je tenais à la pérenniser. Je vous ai cité ce qu'il m'a dit. Tu auras bien des illusions dans ton existence. Une seule chose ne te décevra jamais, c'est ton travail si tu y mets, le fais avec tout ton cœur. Ça a été ma trajectoire, voilà.